pouvait construire du bonheur. Cours qui va traiter de l'épistémologie, mais cette fois-ci du côté cartésien. On a fait déjà un premier cours où on a posé les bases de l'épistémologie chez Aristote et chez Platon. On a ensuite développé davantage tout ce qui est relevé de la logique aristotélicienne, et on a dit qu'il y aurait un revirement, entre guillemets, de ce grand courant de l'épistémologie à partir de Descartes. Et donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors déjà, il faut dire que Descartes, c'est quand même un des philosophes particulièrement intéressants, parce que c'est quand même le philosophe français par excellence, qui pose un rationalisme à l'origine de sa réflexion, mais quand on y réfléchit, on se dit que ce rationalisme est particulier, pour la bonne raison que nous le savons tous, Descartes rattache ce rationalisme à de la métaphysique. Donc cette épistémologie est une épistémologie particulière, spécifique, et qui, en quelque sorte, nous interroge, parce qu'on a souvent tendance à dire « je suis cartésien » au sens de « je suis posé, carré, tout est, bien fixé », alors que quand on y réfléchit, le cartésianisme repose essentiellement sur une vision métaphysique de la réalité. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce qu'on se retrouve un peu avec cet arrière-monde de la métaphysique tel que l'avait pensé Platon en son temps. Alors, que veut Descartes? En quoi consiste cette pensée cartésienne? Donc, je l'ai dit, la pensée, ou en tout cas l'épistémologie cartésienne, ne se détache pas de la métaphysique, parce que finalement, toutes les sciences consistent en une connaissance rendue possible par l'esprit. Et c'est parce que la connaissance est rendue possible par l'esprit qu'il y a à ce moment-là la possibilité d'une science qui va se bâtir à partir d'une forme d'intuition qui fait que les choses vont être validées. Alors, que fait Descartes par rapport à d'autres? Déjà, il utilise une méthode parce qu'il considère que finalement, tout ce qui a été fait auparavant n'est pas forcément fiable à 100%. Et il se demande, avant même de tout commencer, il se demande s'il est possible ou pas, finalement, de poser à l'origine de toute chose une vérité. Donc, je reprends. Descartes, la pensée cartésienne, c'est une épistémologie, qui se base sur une métaphysique. Cette métaphysique est spécifique puisque elle renvoie à l'idée que toutes les sciences concordent et se construisent autour d'une opération de l'esprit. En même temps, Descartes, c'est le philosophe qui arrive au moment de ce qu'on appellera le commencement de la philosophie classique. Et Descartes commence à partir d'un temps de la philosophie, on va nommer ce temps comme étant celui du XVIe siècle. Descartes commence à philosopher alors qu'il y a déjà des siècles et des siècles de réflexion, de philosophie et de pensée avant lui. Ce qui nous interpelle et ce qui nous intéresse surtout, c'est de nous dire qu'à l'origine de sa pensée, il va vouloir poser de l'intuition. Une intuition qui est celle qui va pouvoir interroger la connaissance, mais en même temps nous faire sentir que parfois elle peut être déficiente. Hormis que Descartes, en s'interrogeant, se dit « oui, mais si je considère que telle chose est fausse, comment pouvoir faire le tri dans tout ce que nous savons déjà, un tri, fiable, pour pouvoir dire bah, « tiens, ça je conserve parce que c'est vrai, et ça je ne le conserve pas parce que c'est faux ». Il estime dès le départ, comme point d'origine de sa pensée, qu'il est difficile, dans ce que nous avons intégré depuis l'Antiquité, de faire la part du vrai et la part du faux. Parce qu'au milieu, il y a du vraisemblable. Et ça interroge Descartes, ça lui pose problème, ça pose question. Deuxième chose, on sait que Descartes est un philosophe qui a un souci de vérité et qui se dit comment finalement faire concourir les choses au point que ce souci de vérité soit absolu et qu'il soit non seulement absolu, mais en même temps incontestable. Et là, il se dit, il va falloir utiliser une méthode
Parce que si je n'utilise pas une méthode, je ne pourrai pas à un moment, comment dire, valider la totalité de ce que je fais, parce que certaines choses auront été structurées avec rigueur et d'autres beaucoup moins. La méthode, c'est méthodos en grec, qui signifie le droit chemin. Alors on l'a compris. Descartes se dit, au préalable, il y a des choses que j'apprends et qui ne sont pas forcément vraies. Intuitivement, je sens que certaines choses sont fausses. Rappelons que Descartes est ce philosophe qui a été nourri aux lettres, c'est-à-dire qu'il était, rivé à une intériorité, celle de la maison, hein, celle du foyer, et puis ensuite celle du collège dans lequel il devait être enfermé, au collège de la Flèche, pour la bonne raison qu'il était de santé fragile et que ne pouvant sortir comme tous ses petits camarades parce qu'il craignait le froid, eh bien il se retrouvait, paradoxalement embêté, embarrassé, par sa santé. Et donc, les enseignements viennent à lui. Non seulement les enseignements viennent à lui, mais en plus, ces enseignements ne sont pas forcément, tous en accord, ils concordent pas. Donc, il est évident qu'il a lui-même la possibilité de comparer, de mettre en relation et de se dire, tiens, mais c'est pas possible, telle chose ne fonctionne pas, telle autre apparemment fonctionne, mais ça coïncide pas avec une autre. Donc, il se dit, non seulement il faut remettre en question, non seulement il va falloir penser à déduire des connaissances les unes à partir des autres. Donc, si on commence à déduire des connaissances à partir d'une connaissance qui est fausse, comment faire pour valider la totalité? Comment, en quelque sorte, pouvoir avoir la garantie qu'on est dans un travail épistémologique qui nous fait tendre vers la vérité? La méthode sera le moyen employé et cette méthode commence par une tabula rasa. Ça commence par l'idée de faire une table rase de tout ce qu'il y a eu avant, parce que puisque je ne peux pas distinguer le vrai du faux dans la totalité des sciences, eh bien, en recommençant à zéro, en éliminant tout et en essayant de reconquérir le savoir, eh bien, peut-être qu'on pourra effectivement parvenir à la vérité. Ça, c'est bien évidemment extrêmement important. C'est la base de tout. C'est aussi ce qui va être le référent et le moteur permanent de Descartes, la quête de la vérité. Mais ce à quoi Descartes ne s'attend pas, c'est qu'en envisageant de remettre tout en question, eh bien, il va devoir pousser l'analyse et la méthode jusqu'à son terme, c'est-à-dire jusqu'au bout. Comment? Premièrement, il va douter de toutes ses connaissances sensibles, tout ce qu'il a appris par les sensations, on va dire, donc par les 5 sens. Ensuite, il va rejeter tout ce que ses maîtres ont pu lui enseigner, parce qu'il se rend compte qu'à son époque, certains défendent l'idée d'un vitalisme, d'autres renoncent au vitalisme pour dire que tout est machine, etc., etc. Par conséquent, les enseignements eux-mêmes professés par ses maîtres sont contradictoires. Donc, il va remettre en cause la science, la sensation, toutes les vérités mathématiques et donc ce que Platon nommait les idées au sens de idées éternelles, immuables. Il faut tout remettre en question et on va remettre en question même jusqu'à l'idée de Dieu. Alors, n'oublions pas qu'on est sorti du Moyen-Âge, mais que la présence de la pensée du Dieu est toujours, absolue, même si on parle d'un Dieu des philosophes et un peu moins du Dieu de la religion, malgré tout, ce Dieu concept que les philosophes veulent penser est un Dieu qu'il faut rattacher ou en tout cas rapporter à la question de la vérité. Donc, on est dans une tradition presque mathématique, je dirais presque algébrique, qui consiste par une méthode à mettre en ordre les pensées, à mettre en ordre la totalité des formes, idéos, idées que nous concevons à partir d'un rien, c'est-à-dire à partir d'une table rase, c'est-à-dire qu'il va falloir reconstruire la totalité du savoir. Pour ce faire, Descartes va faire l'expérience d'un doute extrême, un doute tel
que dans les méditations métaphysiques, vous pourrez observer qu'il se met à évoquer les métaphores de la nage, comme s'il était un esprit qui coule et qui coule vers le fond, sans trouver de fond justement compact pour pouvoir prendre appui et faire, comment dire, apparaître des vérités, ou en tout cas au moins une, à partir de laquelle il pourrait tout déduire. Et c'est le problème de Descartes, c'est le fondement de la connaissance qui doit être une évidence qui permette d'ancrer la totalité des savoirs qui seront ensuite déduits à partir de cette vérité mathématique, donc, ou vérité première. Donc on le comprend, la philosophie de Descartes est une philosophie qui fait bloc. Si on fait, comment dire, tomber le socle, hein, on dit la tabula rasa, ça veut dire on fait table rase, mais il faut qu'il y ait une table qui soit rase. Si on ne peut pas avoir un socle, c'est-à-dire une fondation sur laquelle on pourra ériger la totalité de la science, eh bien nous sommes, comment dire, dans l'embarras. Et c'est ce que vit Descartes lorsqu'il remet tout en question, une première et deuxième méditation métaphysique, et qu'il se retrouve dans la situation de ce nageur qui semble se noyer parce qu'il ne trouve pas d'appui pour pouvoir donner une impulsion et reconstruire le savoir. Ça, c'est la première des choses. Descartes remet tout en question, il va aller très loin, on l'a dit, hein, il remet en cause Dieu, il remet en cause la science, il remet en cause les sensations, il remet en cause en fin de compte tout ce qu'il a pu acquérir et il vide en quelque sorte la mémoire de son cerveau, comme on pourrait aujourd'hui faire un reset dans un ordinateur. Il vire tout ça, il repart dans une forme de néant de la pensée et là il se dit mais malgré tout, au moment où je pense qu'il n'y a rien, au moment où je doute de tout, au moment où malheureusement les choses s'étiolent, eh bien, il va rencontrer de manière, comment dire, intuitive, bien évidemment, mais il va rencontrer comme une sorte d'évidence un jeu qui pense. Ce jeu qui pense, hein, qu'on appellera le cogito ergo sum, ce jeu qui pense est un jeu qui pense à partir de lui-même, même s'il considère que tout ce qu'il peut penser est faux. Et là, c'est intéressant parce que je peux me tromper, je peux envisager des choses qui sont fausses. Malgré tout, il y a quand même cette petite voix que j'entends et qui est en train de les penser. C'est sur comment dire, ce fondement particulier d'un jeu qui pense, en plaçant là, à ce moment très précis, la question de la subjectivité, que Descartes va pouvoir prendre appui et ériger l'ensemble des connaissances, et notamment ériger le développement et le déploiement de sa philosophie. Autre chose qui nous interpelle aussi, lorsqu'il dit qu'il y a un jeu qui pense, il va, d'une certaine façon, réduire à néant toute la conception qui avait été énoncée avant lui de la définition de la conscience. La conscience, pour les Grecs dans l'Antiquité, c'est une conscience morale. C'est une conscience qui est en rapport avec la tempérance, avec les valeurs, avec les vertus. Une tempérance parce que justement, si la conscience se laisse aller au désir, aux passions et donc à la démesure par l'hubris, eh bien, elle n'est plus capable de se poser pour, comment dire, être bonne. Et la conscience pour un grec, c'est la bonne conscience, tempérante ou tempérée, comme vous voulez, juste et qui est capable de penser sans être détournée de sa pensée par des passions coupables ou des passions dévastatrices. Donc il y a, comment dire, chez Descartes, le projet de poser à l'origine de toute chose quelque chose qui sera incontestable et indubitable. Et là où on pourrait s'attendre à ce qu'il cherche à démontrer l'existence de Dieu pour dire qu'il y a l'existence d'une créature et d'un monde, eh bien lui, à l'inverse, commence à détruire l'intériorité de toutes ses connaissances. Il remet tout à zéro de manière à entendre cette voix qui pense et de manière à affirmer l'évidence, parce qu'on est quand même dans un critère de l'évidence du cogito.
un critère de l'évidence, parce qu'avec Descartes, on se rend compte que nous sommes dans une vérité de l'instant. Je pense, donc je suis moi pour l'instant. Et vous pouvez faire l'expérience au nom du jeu qui est le vôtre, et c'est toute la dimension extraordinaire de Descartes, un jeu qui pense, qui est un jeu universel puisqu'il concerne chacun d'entre nous, sans être nous tous, puisque rappelez-vous, il le dit, lorsque je regarde par la fenêtre, je ne vois que des manteaux et des chapeaux. C'est-à-dire qu'il est incapable de démontrer l'existence d'autrui parce qu'il ne fait pas l'expérience de la pensée d'autrui dans son propre, enfin, dans le corps d'autrui. Il ne fait que l'expérience de sa propre pensée dans son propre corps. Et donc, nous sommes dans une sorte de constante permanente de quantité de mouvement et de repos, puisque lorsque nous sommes des êtres mus, non seulement par le mouvement du corps, mais aussi par une pensée en acte, eh bien, nous sommes à ce moment-là, comment dire, dans le degré maximal de notre capacité à saisir une vérité. Voilà. La pensée en acte. Le je pense donc je suis, et qui pense toujours, nous dit Descartes, et ce depuis l'origine du monde, eh bien c'est une conscience qui s'est interrogée au préalable sur la totalité de ce qu'elle contenait. Ensuite, à partir du moment où Descartes a réussi à entendre ce jeu qui pense, même si parfois il se trompe, il pense quand même, eh bien ça y est, il a trouvé l'appui sur lequel il va pouvoir poser ses pieds et redonner une impulsion pour revenir à la surface. Nous sommes là au degré, comment dire, zéro du doute, c'est-à-dire qu'on en a terminé et le doute devient hyperbolique parce qu'il permet justement la reconstruction de la pensée, la reconstruction du savoir à partir de lui. Donc, Descartes, c'est en quelque sorte un philosophe expérimentateur. Il fait l'expérience de la pensée en acte avec indirectement comme fond, ou en tout cas comme finalité de sa réflexion, bien non seulement la question de trouver, comment dire, les fondements, à partir des fondements du savoir, la réalité qui pourrait être celle de Dieu, la réalité qui pourrait être celle de Dieu. Et ensuite, il veut montrer qu'on peut partir des faits constatés, je pense, pour déduire ensuite la totalité des expériences faites par la pensée. Et à ce moment-là, on arrive à une totalité de la production des effets dans la pensée. Vous voyez, ça c'est important. Le je pense, donc je suis. Je suis quoi? Une ousia, une substance pensante. Cette substance pensante qui est une âme, nous dit Descartes, au sens de anima, animation. C'est pour ça que je vous parlais du mouvement de la pensée. Animation au sens aristotélicien du terme. Mais en même temps, cette anima est rattachée à l'idée de Dieu, puisque dans l'ousia, dans cette substance pensante, on trouve en premier lieu l'idée de Dieu. Aideos, forme de Dieu. Donc il y a bien un dualisme. Mais en même temps, on est amené à s'interroger sur ce dualisme. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que finalement, Descartes est en train de nous expliquer qu'on doit partir d'un jeu pour construire la totalité du savoir. Mais cette totalité du savoir, comme nous sommes dans une métaphysique, c'est une totalité qui se rattache toujours à différents fondements. C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui pense, mais qui pense à un autre fondement qui serait Dieu. Pourquoi un autre fondement? Parce que c'est Dieu qui aurait créé le monde, donc il est au fondement de la création. Et en même temps, si mon corps a une réalité existentielle, quand je me pince, je sens bien que je sens un corps. Et je sens d'ailleurs la douleur du pincement si je me pince fort. Ce qui veut dire quelque part que le corps existe parce que Dieu existe et parce qu'il a créé la matière. Et en même temps, parce qu'il a créé la matière, on réalise aussi qu'il a créé la pensée qui peut aussi animer cette matière. Nous voilà donc dans une situation où on a compris que Dieu est ce Dieu qui est non seulement le fondateur de ce qui est, mais il est aussi celui qui permet et qui devient le garant de l'existence de la totalité. Donc je pense, donc je suis.
Non seulement je pense donc je suis, mais on se rend compte que le je pense donc je suis est guidé pardon, par une exigence de clarté. Cette exigence de clarté nous fait penser à la posture stoïque. Il fallait que Descartes, à un moment donné, ne se laisse pas attendrir par l'ensemble des sensations et des émotions liées à ses connaissances. Il fallait qu'il puisse les remettre totalement en question, totalement en doute, les rejeter absolument pour qu'il puisse entendre presque stoïquement un jeu qui pense et qui ne serait point troublé par les passions ou les désirs, et un jeu qui pense et qui serait capable de se saisir comme sujet de la pensée. La conscience n'est plus une conscience morale, c'est une conscience sujet, c'est une conscience qui s'est détachée au sens stoïque du terme de la totalité des expériences sensibles pour pouvoir entrer dans l'intelligibilité du savoir et dans l'intelligibilité de la vérité. Vous voyez, je n'ai pas parlé d'un arrière-monde intelligible, hein, je ne suis pas chez Platon, donc attention, on n'est pas dans ce dualisme-là. Hein, il y a, comment dire, une différence entre le réalisme et le rationalisme. Donc, on y est. On a fait l'expérimentation d'un jeu qui pense. Ce jeu qui pense est enfin en train de pouvoir démontrer la totalité des connaissances, parce que là, on va passer tout au filtre de la raison, au filtre de la pensée. Non seulement le corps va devenir un corps étendu, mais en même temps, on va retenir de ce corps étendu une partie des qualités seulement de ce corps. Et là, on peut faire allusion à l'analyse du morceau de cire que vous trouvez dans la deuxième méditation métaphysique. Descartes nous met dans une situation intellectuelle particulière. Il veut que nous fassions l'expérience de cette comment dire, pensée particulière. Si nous avons un bâton de cire, nous le sentons, il a presque encore l'odeur de la ruche. Il est un peu collant, légèrement. Il est jaune un peu marron, enfin couleur miel en fait, vous l'avez compris. Voilà, nous avons le bâton de cire. Et il dit, si nous le chauffons, ce bâton de cire va fondre, va changer un peu de couleur, il va perdre l'odeur qu'il dégageait, enfin le parfum pardon, qu'il dégageait, et donc on va avoir une espèce de masse informe qui se sera liquéfiée sur la table. Et là, il nous dit, est-ce que la même cire demeure? La réponse, c'est toujours de la cire. Donc, qu'est-ce qui manifeste, en tout cas, le corps? C'est l'étendue, le flexible, l'extension. Donc, on a bien compris. La difficulté pour Descartes, c'est de pouvoir, en quelque sorte, analyser la totalité des phénomènes en concevant quand même qu'à la base de la totalité, il y a un jeu qui pense en premier lieu à Dieu, un Dieu qui lui permet finalement de penser une forme de bonté du divin qui aurait engendré l'homme par amour de la créature, et qui aurait un Dieu qui serait dans une sorte d'immutabilité. Ce Dieu serait figé, fixe lui-même, et il posséderait des qualités. Il serait éternel, omniscient, omnipotent, infini, etc., etc. Et ce Dieu, qui serait surtout le créateur, serait le garant de la totalité des choses qui sont. Reste cogitans, les choses pensantes. Donc, je pense donc je suis. Je suis une âme pensante qui pense à Dieu. Dieu, parmi toutes ses qualités, il y en a une qui fait de lui un créateur. Donc, il a créé le monde, parce qu'un créateur qui ne crée rien n'est plus un créateur. Donc, comme il est créateur, il a forcément créé le monde. Et s'il a créé le monde, il a donc forcément engendré la matière. À partir de ce moment-là, Descartes va vouloir nous mettre en présence du malin génie, du Dieu trompeur, pour dire oui, mais on pourrait être abusé par le Créateur, qui pourrait nous mettre dans une situation qui nous donnerait l'impression que les choses se passent comme elles se passent, mais en réalité, non. Il nous trahirait en quelque sorte, il nous manipulerait parce que nous serions que des créatures à la merci de sa pensée et de sa perfection.
nous serions comme une sorte d'amusement pour Dieu. Hormis que Descartes nous rappelle que Dieu est pure bonté et que s'il est bonté, forcément, il a vis-à-vis de sa créature un sentiment, on va dire, qui fait qu'il n'est pas là pour abuser de lui, il n'est pas là pour le tromper, il est juste là pour lui permettre, en quelque sorte, d'être le garant d'une totalité existante. Ça y est, nous voilà réconciliés. L'homme, Dieu, le monde. La totalité, en réalité, est existante et rendue possible à nouveau. L'épistémologie va à ce moment-là se focaliser sur la volonté. Pour Descartes, une fois qu'on a tout remis en question, qu'on a tout remis en doute, qu'on a eu l'émergence intuitive et évidente d'un je qui pense, il va falloir reconstruire la totalité des choses à partir d'une volonté. Cette volonté, il nous l'a décrit comme étant aussi associée à notre liberté. Il y a deux passages qui sont importants dans la pensée de Descartes à ce sujet. Le premier, c'est ce moment particulier où Descartes se place en forêt comme une sorte de voyageur égaré, et il dit que si on se perd, si on fait un bout de chemin dans la forêt et qu'on revient sur ses pas, finalement, on va tourner en rond, on ne va pas y arriver. Donc Descartes dit, il faut prendre un chemin, le suivre tout le temps et prendre une décision, à savoir qu'à chaque fois qu'il y aura un croisement, par exemple, eh bien, aller tourner à droite et ainsi avancer. Et il dit, on trouvera bien à un moment donné une maison, et cette maison bien, nous rappellera, ou une route plus importante, un axe important. Nous serons donc sortis de la forêt, et à partir de ce moment-là, nous ne serons plus égarés. Pourquoi dit-il qu'il faut suivre la droite, entre guillemets? Eh bien, parce que pour lui, ça veut dire que l'opinion droite, vous voyez, ça vous fait penser certainement à Platon, l'opinion droite, c'est ce qui nous rapproche progressivement de la droiture de la pensée. Donc, il faut une volonté qui fait que le voyageur égaré n'hésite pas, ne se perturbe pas lui-même en revenant sur ses pas, en rebroussant chemin, parce que ça serait en fin de compte perpétuer l'égarement. Il faut donc une volonté droite. Et une volonté droite déterminée en gros par un libre arbitre, c'est-à-dire par une liberté, parce que rappelez-vous, pour Descartes, le plus bas degré de la liberté, c'est l'indifférence. Or, l'homme, lorsqu'il pense, et lorsqu'il pense la totalité des choses qui l'environnent, eh bien, il vaut mieux éviter qu'il soit indifférent. Parce que s'il est indifférent, il se retrouve comme l'âne de Buridan. Alors, je rappelle que Buridan, c'était un penseur et philosophe qui nous avait mis dans une situation particulière, à savoir qu'il avait pris l'exemple d'un âne qui, au milieu du chemin, se retrouvait, hésitant parce qu'il avait deux envies d'une densité équivalente. Il avait faim et soif. Et d'un côté du chemin, on lui avait mis un seau d'eau, de l'autre côté du chemin, on lui avait mis un seau d'avoine, et il ne savait pas par quoi commencer. Et la bêtise de l'âne à ne pas savoir trancher entre l'un et l'autre de ses choix l'a amené à mourir sur le chemin. Pour Descartes, il ne peut y avoir de mort sur le chemin, parce qu'à un moment donné, il faut faire exercice, en tout cas, il faut exercer son libre arbitre, de manière à se sortir, en quelque sorte, de la situation qui nous conduirait à notre propre déchéance ou presque à notre mort, la mort de la pensée, la mort du mouvement, la mort de l'instant. Et donc, à tout moment, je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis en fonction d'une opinion droite ou une pensée droite ou une volonté qui me fait aller toujours vers une droiture. Et non seulement je suis dans cette droiture, mais je me refuse à sombrer dans l'indifférence, c'est-à-dire au plus bas degré de ma liberté. Rappelons que dans le discours de la méthode, Descartes nous dit aussi que, le plus bas degré, en quelque sorte, de la pensée, bien sûr, on l'a compris que c'est l'indifférence, mais il nous dit aussi que la plupart des hommes se trompent. En fin de compte, on use mal de notre raison. Et comme on use mal de notre raison, il nous faut renouer avec une méthode. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai parlé rapidement
de l'idée qu'il y a une première démarche qui consiste épistémologiquement à mettre en doute. Ensuite, trouver un fond pour pouvoir développer tout le reste. Le doute devient hyperbolique, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un doute pour douter qui nous mène à rien, à de l'hésitation, c'est-à-dire à de l'indifférence. Ce doute doit être hyperbolique, c'est-à-dire nous permettre de renouer avec un processus intellectuel, mental de quête de vérité. Une quête de vérité qui nous amène à un élément suprême qui serait Dieu, qui ne peut ni être le malin génie, ni le Dieu trompeur, parce qu'il a de la bonté pour nous, et qui en plus a toutes les qualités pour nous attester du fait que nous ne sommes pas simplement un esprit, nous sommes aussi dotés d'un corps, puisqu'il a créé la matière, il a créé la totalité du monde. Et c'est toute cette démarche qui nous permet ensuite de renouer avec la méthode en repartant de nous pour dire, pour ne pas être égaré dans nos connaissances, pour ne pas retomber dans le premier état d'esprit dans lequel était tombé Descartes lorsqu'il avait remis en doute la totalité de ce qu'il savait. Eh bien, il nous faut repenser à partir d'une méthode. Le discours de la méthode, comme les règles pour la direction de l'esprit, sont les deux œuvres qui vont permettre à Descartes de nous expliquer cette règle de méthode. Et en fin de compte, vous allez voir que cette règle de méthode est très facile, puisqu'il s'agit d'une méthode mathématique, et on l'utilise encore aujourd'hui dans la réflexion mathématique, et pas seulement. Il nous dit, voilà, au départ, il faut éviter la précipitation. Alors, dans le mot précipitation, chez Descartes, il faut voir non seulement la précipitation qui fait qu'on irait trop vite. Donc, je ne sais pas, si vous calculez trop vite, vous pouvez oublier une retenue, par exemple. Donc, vous allez faire une erreur, une faute. Il s'agit de cette précipitation-là, mais pas seulement cette précipitation-là, il s'agit aussi de reconsidérer la précipitation comme étant cette capacité que nous avons parfois à nous laisser manipuler par nos emballements. En gros, ça veut dire que nous pouvons être passionnés, nous pouvons être, dans une forme de désir, comme dirait Platon, qui fait que nous, ou comme dirait Spinoza, nous sommes dans une sorte d'aveuglement de l'esprit. Et ça fait partie d'une sorte de précipitation. Donc, Descartes nous dit éviter la précipitation, au sens vitesse, rapidité qui nous ferait passer à côté des choses, et évitons la précipitation au sens de l'émotivité qui ne nous permettrait pas de connaître les choses comme il faut. Ensuite, il dit, lorsqu'on observe un problème, souvent, il est complexe. Donc, il dit, si on se heurte à la complexité, on va être immédiatement, démuni, et on risque de vouloir renoncer. Or, il dit, pour éviter le renoncement, il nous faut décomposer la totalité. Donc, 1, éviter la précipitation. 2, décomposer les difficultés. Donc, on décompose ce qu'il y a en gros dans les parenthèses, quand on a une formule mathématique. Et une fois qu'on a tout décomposé, eh bien, il dit, voilà, il ne nous reste plus qu'à recomposer la totalité. Une fois qu'on a recomposé la totalité, eh bien, on se rend compte que cette totalité qu'on a recomposée, eh bien, finalement, elle est accessible, elle est compréhensible, elle est, précise quelque part, et en même temps, on comprend que cette réalité va être vérifiable. Pourquoi elle va être vérifiable? Tout simplement parce qu'à partir de ce moment-là, puisqu'on a tout décomposé et recomposé, puisque une fois que les choses ont été simplifiées, elles deviennent compréhensibles pour l'esprit, on peut recomposer la totalité. Mais une fois qu'on a tout recomposé, il dit, quand même, faites une petite vérification. C'est ce qu'on fait en mathématiques. On fait la vérification par la preuve, de manière à avoir la certitude de ne pas se tromper. Donc, vous voyez, finalement, Descartes, c'est, un penseur d'une épistémologie qui se déploie selon différents aspects, selon moi. Une épistémologie qui pose à l'origine de la totalité la question du fondement de la connaissance, et donc l'interrogation sur la possibilité de l'introduction de l'erreur, dans ce que nous pensons connaître ou pensons savoir. Donc une humilité intellectuelle. Deuxièmement, il y a un rapport à la pensée. Donc, je reprends. Il y a donc chez Descartes différents degrés de l'épistémologie. Alors, cette épistémologie,
elle est particulière, hein, puisque au départ, il y a une remise en question de ce que nous connaissons, parce que justement, il y a un acte d'humilité de l'esprit qui se dit, je ne peux pas tout savoir. Si je ne peux pas tout savoir, eh bien, effectivement, il faut que j'essaye de repartir de zéro. Voilà. Et repartir de zéro, c'est pouvoir mettre au fondement la totalité du renouveau à partir d'une évidence, et lui, il amènera l'évidence du cogito. Deuxième point de cette épistémologie, se faire stoïque, c'est-à-dire, à un moment donné, se débarrasser de tous les affects au point qu'on est dans une sorte de détachement à l'égard du tout et qu'on a une démarche intellectuelle honnête puisqu'on se dit, on n'admettra qu'une seule chose finalement. Dans tout, il n'y en aura qu'une. Donc, ça veut dire qu'on se détache de tout, sauf de ce qui est essentiel, un jeu qui pense. Et on admet, comme le diraient les stoïques, que l'on peut se tromper. Donc, si l'on peut se tromper, ça sous-entend que le jeu est perfectible, ou en tout cas, le jeu a besoin d'une méthode pour pouvoir vérifier, à partir des critères de démonstration, pouvoir vérifier s'il se trompe ou pas. Donc, vous voyez, on est dans une logique, une épistémologie qui part d'une table rase, à partir d'une table rase, comme fondement et comme remise en question totale pour trouver quelque chose à partir de ce qu'on pourra redémontrer pour faire une totalité. Une fois qu'on atteindra la totalité, ben, on se rendra compte que finalement, on essaye d'exclure progressivement du système la possibilité de l'erreur. On est dans une épistémologie, on développe l'idée qu'il faut que l'homme soit volontaire et qu'il sache s'appliquer à lui-même des principes qui sont les principes de la droite raison. Cette droite raison est une raison qui est soutenue par la volonté, une droite raison qui est, comment dire, qui n'est pas corruptible en soi, puisqu'elle ne va pas se laisser, comment dire, submergée par des passions ou des affects, et donc elle va rester concentrée sur sa démarche de compréhension de la totalité. On comprend que Descartes est le philosophe qui donne sens au présent. Pourquoi sens au présent? Parce qu'en permanence, il faut actualiser cette pensée qui pense. On ne peut pas dire j'ai pensé donc je suis. On ne peut pas dire j'ai pensé donc je ne suis plus, parce que si je dis j'ai pensé donc je ne suis plus, bah alors c'est quoi ce jeu qui pense et qui vous parle? Vous voyez, il y a une immédiateté de cette évidence de la pensée en acte au moment où elle se pense et au moment où elle pense le monde. Et ça, c'est indubitable. Donc, on rentre dans une sorte de filiation à partir d'un jeu qui pense, à partir d'une évidence première de ce jeu qui pense, de la possibilité immédiate de produire des jugements vrais, puisqu'on a rejeté tout ce qui était faux. On avance ensuite par une droite méthode, une pensée droite, une raison qui est orientée vers la vérité et qui cherche la vérité, et qui en plus a dans sa boîte à outils ou dans son cartable, comme vous voulez, une méthodos, une méthode qui lui permettra de rester sur le droit chemin, hein, méthodos droit chemin, et en restant sur le droit chemin, de conserver cette capacité, cette possibilité de remettre en question les choses à tout moment et de toujours réfléchir à partir des 4 principes, éviter la précipitation, faire tous les dénombrements possibles pour simplifier les difficultés, recomposer la totalité de la formule et faire la preuve ou la vérification nécessaire pour être sûr qu'on est entré dans la vérité. À partir de ce moment-là, on se rend compte que chez Descartes, il y a une économie du concept. Quand je dis une économie, ben oui, en fin de compte, on a le jeu, le cogito, la res, la chose, hein, il y a le concept, la chose. Il y a le jeu qui pense et la chose pensée. Ensuite, il y a Dieu qui est ce qui est déposé en l'âme comme idée innée. Et cette idée innée, eh bien, elle est au fondement, en quelque sorte, de la, de la justification de la présence de la matérialité du monde. Et à partir de ce moment-là, troisième concept, le monde qui existe véritablement. Donc, on se rend compte qu'avec Descartes, on a du corps, de l'étendue, Dieu,
le cogito, la chose, la volonté, la méthode, les différentes règles pour la direction de l'esprit, c'est-à-dire bien penser, et puis ça y est. C'est-à-dire qu'on a une économie du concept parce qu'on ne s'embarque pas avec des cartes, c'est ce que lui reprochera d'ailleurs Husserl, on ne s'embarque pas avec des cartes vers des pensées de type je pense, mais est-ce qu'autrui pense, qu'en est-il de l'animal, qu'en est-il, etc. On est dans un phénomène d'un monde sensible qui se constitue à mesure du fait que nous le pensons. Voilà, à mesure du fait que nous le pensons. Alors, on a fait presque le tour, là. Vous avez compris que la démarche épistémologique, elle est intéressante chez Descartes, parce que finalement, elle utilise les anciens, on l'a bien compris. Hein, elle interroge d'une certaine façon la pensée de Platon, mais en même temps, elle garde une logique qu'on retrouve chez Aristote. Puis il y a un terme que je n'ai pas encore employé, je l'ai fait exprès pour ne pas vous perdre dans ma démonstration, à savoir le passage à l'acte. Le passage à l'acte chez Aristote est un concept intéressant. Rappelez-vous, on avait parlé de la théorie des quatre causes, on avait parlé de l'actuel et du virtuel, ou de l'action et de la possibilité de mettre en œuvre une matière. Eh bien, avec Descartes, nous y sommes. Il y a un passage à l'acte, parce que je pense, donc je suis, ça veut dire qu'à un moment donné, l'être qui pense est un être qui a en quelque sorte achevé sa croissance. N'oublions pas que le jeu chez Descartes est quelque chose que l'on peut acquérir quand on a un certain âge, c'est-à-dire que Descartes critique l'enfance, rappelez-vous, méditation métaphysique, il critique l'enfance parce qu'il dit que les enfants sont capables de tout admettre. Eh bien, comme lui, quand il était enfant, que ses maîtres venaient au pied de son lit pour lui enseigner différents concepts de philosophie, il lui a fallu un certain âge, une certaine maturité de l'esprit, pour ne plus être simplement une éponge qui intègre des concepts, mais être celui qui pouvait être capable de remettre en question la pensée du maître. Pour dire je, au sens premier du terme, et affirmer une conscience en acte, il faut déjà avoir une maturité d'esprit. Il faut donc avoir un certain âge. Et il faut avoir fait la distinction entre les sensations premières et les sensations secondes. La sensation première, qu'est-ce que c'est? C'est sentir. Je sens l'odeur de la rose, je sens l'odeur du café, je sens le goût du chocolat. Voilà, ça, c'est des sensations. Connaissance première. Connaissance seconde, ah, tiens, c'est un café italien. Ah, tiens, c'est un chocolat avec de la fève de cacao venant de, etc., etc. Ça veut dire que la sensation seconde est une perception. En réalité, elle est reconnue. C'est pas simplement sentir que c'est du chocolat, c'est pouvoir percevoir que c'est du chocolat avec une fève de cacao bien spécifique, etc., etc. Donc Descartes nous dit que lorsque nous sommes enfants, nous ne savons pas dire je au sens sujet. Bien souvent, d'ailleurs, il parle des douleurs de ventre et il dit l'enfant, quand il parle de lui-même, il dit il au lieu de dire je. Et ensuite, quand on lui dit t'as mal où, il cherche où il a mal et il va vous désigner tout le ventre. Et vous devez faire tout un travail de réflexion avec lui pour savoir si c'est à droite, à gauche, en haut, en bas, bref. Ça veut dire qu'il a même un problème pour localiser son corps. Ce qui veut dire que jusqu'à un certain moment, jusqu'à un certain âge, jusqu'à un certain degré de maturité d'esprit, eh bien, on reste dans le degré basique des sensations. Quand on commence à percevoir, on commence à dire je, on commence à s'impliquer dans la démarche, et ça y est, on est en train de marcher comme le voyageur solitaire qui va en forêt, et à partir de ce moment-là, on entre dans l'idée du voyageur qui peut se perdre. Et pour ne pas se perdre, et pour pouvoir être en adéquation avec ses jugements et avec la vérité dans le jugement, eh bien, il faut se faire stoïque, imperturbable, et en même temps appliquer avec les 4 préceptes, hein, éviter la précipitation, dénombrer les difficultés, enfin, décomposer les difficultés, recomposer le tout et faire la preuve, dénombrer qu'on n'a rien oublié. Et à partir de ce moment-là, ben, vous êtes paré. Donc, on est dans une philosophie avec peu de concepts d'une certaine façon, avec un bagage d'outils, hein, l'organon, comme disait Aristote, suffisamment important pour pouvoir tout décomposer, recomposer, méditer et réfléchir. Une distanciation à l'égard des passions. N'oublions pas que Descartes recherche les idées claires et distinctes. Et en même temps, à partir d'un jeu qui pense, on a la possibilité
de déduire la totalité des connaissances et la totalité des réflexions à venir. Voilà ce que je peux vous dire en fait sur Descartes. C'est qu'on est chez un philosophe de, de la vérité. On est chez un philosophe qui est forcément un épistémologue. Hein, rappelez-vous, il a travaillé aussi sur la dioptrique, donc sur le mouvement de la lumière, pour expliquer le prisme de la couleur, etc. On est quand même chez un mathématicien, donc on a une démarche et on a une pensée purement scientifique au sens premier du terme. Et en même temps, il y a la volonté de donner à celui qui doit penser les outils pour penser par lui-même. Vous voyez, on dit toujours que c'est Kant qui dit penser par soi-même. Moi, je tiens quand même à préciser que Descartes l'a dit avant lui, parce qu'en évoquant l'idée de cette méthode en 4 points, eh bien, il a permis de mettre dans le sac à dos les 4 outils qui permettent à un individu de pouvoir, à partir de lui-même et de sa propre pensée, déduire, réfléchir et penser. Ce qu'avait un peu fait d'ailleurs notre ami Platon lorsqu'il avait dit que le petit Ménon pouvait déduire à partir de la définition la totalité de ce qui est. Oui, mais si on n'a pas la définition, ben parfois, on peut avoir la caisse à outils qui nous permet, en sortant les bons outils, de démontrer et de pouvoir, en remettant en cause les choses qu'on ne comprend pas, eh bien, repartir sur de la connaissance à partir du moment où on a fait un bon usage de ces outils conceptuels qui nous servent à analyser et à comprendre la totalité. Voilà en fait ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur Descartes. C'est condensé, hein, il vous faudra certainement réfléchir à tout cela et peut-être relire, je vous invite à relire parce que c'est pas très long, le discours de la méthode qui fait en gros 60 pages. Vous pouvez aussi relire les méditations métaphysiques. Alors les méditations métaphysiques, je tiens à vous dire que la première et la deuxième méditation métaphysique sont assez faciles parce que bien évidemment on est en train de progressivement tout nier. La difficulté, c'est quand on commence à rentrer dans les vérités mathématiques, dans le Dieu trompeur, dans le malingénie, etc., etc. On a l'impression que les méditations métaphysiques 3, 4 et 5 sont compliquées. Et la dernière méditation, ben, c'est celle où en fait on a une réponse à la question posée. Au tout début des méditations métaphysiques, Descartes nous dit « Lorsque je suis à mon bureau, en train de travailler avec ma robe de chambre, je ne sais pas si je suis en train de dormir ou si je suis vraiment éveillé en train de travailler. » À la fin des méditations métaphysiques, Descartes nous dit « Je sais que je ne dors pas parce qu'il n'y a pas de continuité dans mon rêve, alors que dans ma réalité, il y a une continuité. » En gros, si je vais me coucher, que j'ai laissé mon cours de Descartes sur mon bureau, demain matin, quand je me lève, je retrouve la réalité qui me met en continuité avec mon travail d'hier. Par contre, quand je vais dormir, si je rêve que je suis aux îles en train de me baigner avec des tas de petits poissons colorés et en train de boire des cocktails de jus de fruits extraordinaires, eh bien, lorsque je vais me réveiller, ben, je vais retrouver l'hiver de notre Provence, mais surtout, même si je me rendors, je ne retrouverai pas le même rêve. Donc, ce qui fait la compréhension et la preuve que je ne suis pas en train de dormir, c'est la continuité que je retrouve dans le réel que je pense au moment où je le pense. Au moment où je le pense. Il n'y a donc pas d'inconscient chez Descartes, il n'y a qu'une pensée en acte qui, en quelque sorte, nous propose une concaténation permanente et continue des jugements. Et à partir de cela, ben, on construit la modalité d'être au monde. Et à partir de ce moment-là, ben, on renoue avec la totalité matérielle, puisque nous ne doutons plus ni de la réalité des choses, ni même de la réalité de notre corps, dès lors que nous avons, usé de nos concepts et usé de nos outils pour déjouer les erreurs et éviter de nous tromper. Parce que vous l'avez bien compris, le but essentiel de Descartes, c'est d'éviter l'erreur, de se tromper, et de bâtir, on va dire, une science fondée sur des principes évidents qui nous permettent d'accéder progressivement au vrai. Si je pouvais construire du bonheur